imaginons la force tranquille. Par exemple, la Kengo qu'on a cité à plusieurs reprises dans la Oh, presse. il y a beaucoup de Congolais aussi compétents que M. Kengo, beaucoup de Congolais aussi compétents travailleurs que M. Kengo, et donc on trouvera sûrement un oiseau rare. Alors Je là, ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets du président. le PPRD, vous ne voulez pas commenter quand même, mais ça fait partie de vos alliés au sein de la majorité Oui. qui veut peser cette fois-ci parce que, ayant beaucoup de sièges que vous autres, vous comprenez quand même que le PPRD revendique ce droit aujourd'hui. Je n'ai pas entendu cette revendication. À ce que je sache, il s'agit bien de la famille politique qui est majoritaire. On ne parle pas de parti politique pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucun parti politique qui a la majorité dans cette assemblée. Forcément, le chef de l'État est obligé d'envisager les choses beaucoup plus globalement, c'est-à-dire au niveau de sa majorité qui est très confortable. Du coup, on a vu des tacles et des coups bas au sein de la majorité, ça va très mal. C'est triste, ça n'aurait pas dû avoir lieu, parce qu'en fait, tous ces coups bas ne riment à rien. Celui qui prend la décision, c'est le président de la République. Et je ne pense pas que cela l'impressionne. Faire peut-être une ouverture un peu plus large avec l'UDPS pour essayer de calmer les ardeurs. L'UDPS, au gouvernement, à quel niveau, selon vous? Non, nous ne voyons pas les choses sous l'angle d'un gouvernement d'union nationale. Le président l'a déjà dit. Le président s'est ouvert à des valeurs, à des personnes qui partagent sa passion pour le Congo. Ils peuvent être dans l'UDPS, je suis sûr qu'il y en a. Ils peuvent être dans d'autres partis politiques, dans la société civile, pourquoi pas. Mais il appartient à ces gens de faire un pas vers le président, de dire qu'ils sont d'accord et de s'intégrer dans la vision du président. Je n'ai pas encore perçu, moi, des réponses qui puissent nous faire espérer cela de la part de l'UDPS, mais la consultation n'est pas terminée. Attendons. Vous parlez de faire un pas, mais lorsque les évêques catholiques vont voir le chef de l'État et puis ils vont voir Étienne Tshisekedi, c'est pas quand même dans la logique qui veut que Tshisekedi fasse un pas, non? C'est pour une entente nationale. Le président a gagné les élections, le président s'est ouvert. Je pense que ceux qui veulent travailler avec le président, parce qu'il s'agit de travailler avec le président Kabila, le seul qui a gagné l'élection présidentielle en RDC, ils devront nécessairement faire un pas vers celui qui a gagné. Que ce soit par les évêques ou directement ou indirectement, vous comprenez bien qu'on fait un pas vers celui qui détient le leadership, qui a été choisi par la nation. Donc ceux qui croient en une sorte de dialogue, ils sont en train de rêver, selon vous? Nous sommes d'accord avec le dialogue, mais nous ne sommes pas d'accord avec les négociations qui viendraient mettre à mal le fonctionnement de la Constitution, parce que le président, c'est d'abord le garant de la Constitution. Il a gagné les élections, le peuple lui a demandé de garantir le fonctionnement de la Constitution, et bien ça se fera aux conditions de la Constitution. Donc il n'y aura pas de négociation qui puisse nous mener à mettre en place des gouvernements ou des schémas en dehors du strict schéma de la Constitution qui veut que ce soit dans la majorité que le président désigne son Premier ministre. Et donc, forcément, il va falloir faire un effort pour se rapprocher de cette majorité de la part de ceux qui veulent partager la responsabilité au cours de la mandature qui vient de commencer. Il y en a qui pensent que la crise persiste, mais vous continuez, règlement d'ordre intérieur, adopté d'ici là un gouvernement. Est-ce qu'on ne va pas par un gouvernement par défi? Est-ce que ce n'est pas la preuve plutôt qu'il n'y a pas de crise? Vous parlez de crise, les gens parlent de crise, mais vous venez vous-même de reconnaître. L'Assemblée nationale a inauguré ses travaux, nous sommes très avancés, on a mis en place le bureau provisoire, on vient d'adopter le règlement intérieur. Dès que celui-ci sera déclaré conforme à la Constitution par la Cour suprême de justice, nous mettrons en place le bureau définitif, puis le président amènera devant l'Assemblée nationale confirmée sa liste du gouvernement et le gouvernement sera investi par l'Assemblée nationale. Donc, il y a fonctionnement normal des institutions. Puis-je vous rappeler que la définition de la crise, c'est l'interruption du fonctionnement des institutions. Alors, ceux qui parlent de crise, ils se fondent sur quel fait? Nous parlons d'un malaise qui est dû aux problèmes électoraux, mais ces problèmes sont pris en charge par la Cour suprême de justice, comme le prévoit notre Constitution. Alors, où est la crise? Dès lors que les institutions fonctionnent. La justice pour régler le malaise électoral et le Parlement pour mettre en place avec l'institution président de la République, l'institution gouvernement. Alors où est cette crise-là? Moi, je ne la vois pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un geste à faire envers Tshisekedi qui a engrangé des millions de voix après lui? Tous ces gens-là se reconnaissent en lui. Que faudrait-il faire demain? Et vous pensez qu'on a mis en place un informateur? Pourquoi?
Vous pensez qu'il a invité le parti de M. Tshisekedi à le rencontrer? Quel rôle Pourquoi? Tshisekedi lui-même peut jouer dans ce pays pour Le rôle que le président estimera nécessaire de lui confier après qu'ils aient eu un échange. Mais je vous rappelle que le président a tendu la main pour qu'il y ait cet échange et qu'en retour, M. Tshisekedi a proféré des grossièretés comme il en a l'habitude. Vous savez, ligoter le moi, amener le moi, etc. Ce n'est pas la réponse que nous attendions. Ça s'est déjà passé. Aujourd'hui, peut-être il faut l'apaisement. Mais c'est le président qui décidera, mais il faut qu'il y ait un contact. Et pour être en contact, il faut être deux. Et le président est disponible. M. Tshisekedi n'a pas encore fait connaître sa disponibilité. Voilà pour ce message qui met fin à cette partie consacrée à l'actualité. Dans un instant, nous aurons 3 images, 3 informations. Et vous nous direz laquelle devrait en priorité attirer notre attention. C'est le choix des priorités. Alors pour ce soir, le vol des câbles électriques, phénomène très permanent dans plusieurs quartiers de Kinshasa. À Mongafula par exemple, les habitants trouvent un moyen pour y faire face. Des boîtes de conserve accrochées sur des câbles. Alerte générale si le voleur s'y approche. Le 15 mars 2012, on célébrait la journée du consommateur. Petit tour dans un marché de Kinshasa, à Kitambo par exemple, pour constater que ce que nous consommons n'est pas toujours bien conservé. Et puis 30, 31, voire 34 degrés. Il fait très chaud à Kinshasa ces derniers jours. Alors comment faire pour se protéger? Les moyens sont multiples. Monsieur le ministre, vous avez peut-être votre choix pour ces 3 images. Eh bien, je pense que la première image... La première image sur les vols des câbles électriques. Cette délinquance est en même temps une marque de déficit de civisme dans le pays. Et je pense qu'elle interpelle les populations d'une manière générale. Parce qu'en fait, mettre des boîtes de conserve, etc., ne servira à strictement rien si des voleurs appréhendés sont aussitôt remis en liberté dès lors qu'ils sont présentés à la police ou à la justice. Donc il vaut mieux enclencher une vaste campagne de lutte contre l'impunité. Pas seulement de petits actes inciviques, mais même de la grande criminalité qui fait souvent l'objet d'une réponse complaisante, aussi bien de la communauté. Combien de gens s'efforcent de dénoncer ceux qui sont en délicatesse vis-à-vis de la loi? Souvent on se dit ce n'est pas mon affaire. Et lorsque des gens volent des câbles, il est possible que ça n'ait pas atteint le quartier où vous vivez, mais si l'atmosphère d'impunité se généralise, demain, ce sera votre tour. Donc il est bon que les Kinois, les Congolais, d'une manière générale, développent une certaine sensibilité, une certaine intolérance face à cette criminalité, pas seulement la petite criminalité de vol des câbles, mais la criminalité d'une manière générale. Il faut qu'on développe cette intolérance-là. À ce moment-là, la dénonciation sera systématique. À ce moment-là également, il y aura des attitudes qui tendront à dissuader des policiers complaisants, des policiers complices ou des juges complaisants à donner leur liberté à des gens qui, en réalité, insécurisent toute la société. Donc, c'est un phénomène de lutte contre l'impunité. Et du coup, ça pose quand même des questions sur la manière dont nous sommes desservis en électricité. Est-ce que les chantiers électricité piétinent? Oh, je pense que depuis la fin de la législature passée, des efforts notables ont été entrepris, mais il ne faut pas penser que nous sommes dans la cour des miracles. Il faut donner le temps aux investissements de se mettre en place. Il faut trouver des moyens. Ce sont des investissements parmi les plus lourds qui existent pour faire augmenter la desserte en électricité dans une ville de 10-12 millions comme Kinshasa. Il faut des milliards de dollars que nous n'avons pas toujours. Donc tout cela est lié aux efforts d'accroissement des revenus de l'État qui sont par ailleurs souvent chahutés par des gens qui ne se rendent pas compte que nous avons besoin de plus en plus d'argent pour répondre aux besoins d'une population de plus en plus nombreuse, aux besoins de villes qui deviennent de plus en plus nombreuses. Et donc, il faut trouver des moyens, et les moyens, ça ne s'attrape pas au coin de la rue. Il y a le facteur temps qui intervient, mais nier qu'il n'y ait pas eu des efforts, ça serait malhonnête intellectuellement. L'électricité, sans doute, ce secteur ne sera-t-il pas le boulet du gouvernement actuel? Parce que lorsqu'on voyage, vous avez voyagé chez vous à Lodja, c'est pas évident. C'est une grande partie du pays qui est dans les noirs. Il y a des efforts locaux qu'il faut
entreprendre ces mini-barrages, parce que le transport d'électricité à partir d'un seul point dans un pays continent comme celui-ci, c'est une gageure. Je ne pense pas qu'on puisse relever ce défi. Il faut donc multiplier. Dieu merci, nous disposons de cours d'eau qui peuvent permettre l'instauration de mini-barrages. C'est la politique que le gouvernement a mise en place. Il y en a déjà, je pense, une quinzaine ou 17 qui ont été construites lors de la législature passée. On va continuer. Sans doute le rythme est trop lent. J'aurais aimé que le programme qui existe pour ma circonscription à Lodja depuis 2-3 ans soit terminé, mais il faut le temps de pouvoir finir la mise en place du financement et le temps de pouvoir mettre tous les travaux à la hauteur des besoins des populations qui vont consommer. Très bien. Vous nous direz dans un instant si vous aimez cet homme-là, cette femme-là, cette image-là. C'est l'heure du oui ou non. Il vous plaît. Alors, cette première image, monsieur le ministre, votre commentaire. Je suis un disciple connu de Patrice Emery Lumumba. Je pense que ce pays lui doit la prise de conscience par rapport au joug colonial. Et donc, j'aime Patrice Lumumba. Je suis lumumbiste. C'est évident. Il a été trop bavard comme vous. Est-ce que c'est le signe distinctif des tétés là? Comme quoi, la parole crée tout. Sans sa parole, les Belges ne nous auraient pas laissé ce colifichet à partir duquel nous pouvons construire maintenant notre devenir, même s'il l'avait empoisonné, ce colifichet. Donc Lumumba n'a pas pris des armes. Je pense que la parole peut faire des miracles. Sa parole a agi. J'espère que la mienne agira aussi un jour. C'est le signe distinctif des tétés là? Trop parler. Trop parler, non. Parler pour dire des choses qui s'écoutent, oui. Il n'a pas été. Il est important de parler et c'est mieux que de se battre. Dans la précipitation, comme on le reproche parfois. La passion, je pense, est souvent confondue à la précipitation. Est-ce qu'on peut libérer un peuple d'un joug aussi inhumain de manière polie? C'est la question qui se pose. Je ne pense pas. Je pense qu'il fallait cette dose de passion qui a entraîné tout le reste des Congolais, même les hésitants, même les partisans de l'indépendance dans 30 ans, qui ont suivi son schéma parce qu'il a mis la dose de passion qu'il fallait. Et je pense que nous lui en sommes tous grés. Un peuple tout entier ne peut pas se tromper. Le peuple congolais ne se trompe pas lorsqu'il rend hommage à Lumumba aujourd'hui, plus de 50 ans après. Voilà, il y a une autre image qui va dans le même sens. Regardez. Nelson Mandela, c'est une étoile qui est venue, bien sûr, dans la même époque que Lumumba, mais qu'on avait mis sous le boisseau en Afrique du Sud et qui a éclos vers le début des années 90. Nous avons été heureux de retrouver les mêmes valeurs que celles que Patrice Lumumba a défendues. Nous sommes très heureux de continuer à vivre encore avec lui et nous espérons que Dieu le gardera le plus longtemps possible avec nous et qu'il nous fera bénéficier, comme il l'a déjà fait à travers quelques ouvrages, de sa formidable expérience. Je salue vraiment la grandeur d'âme, le courage, le patriotisme et l'amour du monde, l'amour des hommes. C'est vrai qu'il fait l'unanimité planétaire. Absolument. Même s'il a pris aussi les armes, là, il faut de temps en temps le Dans souligner. le contexte qui était le sien, je pense que prendre les armes était la seule chose qu'il fallait faire. Je pense que toute prise d'armes n'est pas condamnable. On peut condamner la prise d'armes lorsqu'il existe d'autres possibilités de régler le problème pour lequel on prend des armes. Nouvelle image. Alors, changement en France, peut-être dans 2 mois? Nous connaissons mal les acteurs politiques français qui viennent d'arriver. François Hollande est là depuis plusieurs années, mais dans les premiers feux de la rampe, c'est la première fois qu'il monte au créneau, nous espérons que si il venait à gagner ces élections, qu'il y aura une politique africaine beaucoup plus respectueuse des Africains que ceux qui prétendaient que nous n'avions même pas une histoire. Vous souhaitez ça avec toi? Je n'ai pas souhaité, je ne pense pas que dans la position qui est la mienne, il soit recommandé d'émettre des souhaits dans un sens ou dans un autre. Je suis tellement jaloux de la souveraineté du Congo que je me garde de pouvoir entrer dans des problèmes franco-français. Très bien. Peut-être dans les problèmes sénégalo-sénégalais, peut-être, avec l'image suivante. Macky Sall, le challenger de Abdoulaye Wade. Eh bien, Macky Sall, aujourd'hui, se trouve aligné au deuxième tour de l'élection présidentielle au Sénégal avec son ancien chef, le président
Abdoulaye Wade, dont il a été Premier ministre, ministre pendant une vingtaine d'années, je constate simplement que leurs chemins se sont écartés l'un par rapport à l'autre et je souhaite la victoire du meilleur. Je pense que Abdoulaye Wade a démontré qu'il était prêt à accepter la voie des urnes. Il n'a rien manipulé. Là où tout le monde attendait à ce qu'il gagne au premier tour, il a laissé faire les choses. Nous pensons qu'il en sera de même pour le deuxième tour. Là aussi, je ne voudrais pas prendre position pour un Sénégalais contre un autre Sénégalais. Si les Sénégalais décident pour le vieux Wade, tant mieux. Si c'est pour Macky Sall, tant mieux également. Et je crois savoir qu'ils appartiennent tous à la même famille de pensée, à la famille libérale à laquelle je n'appartiens pas. J'aurais aimé un homme de gauche. Hélas, ce sont des hommes de droite qui sont allés au deuxième tour au Sénégal. Eh bien, que le meilleur l'emporte. Ouais, quand même en difficulté. Du coup, ça nous rappelle que vous avez été très, très malin en révisant la Constitution. C'était pour éviter ces genres de surprises. Il ne s'agit pas de malice. Ce n'est pas le genre de choses que nous voulions éviter. Je pense que même en laissant la Constitution telle qu'elle était, Kabila l'aurait emportée. Il suffit de faire les calculs à travers les provinces, le poids démographique, le poids électoral des provinces par rapport aux affinités avec les principaux candidats. Non, là n'est pas le problème. Le problème qui nous a inspiré, c'est la situation en Côte d'Ivoire. Le problème qui nous a inspiré, c'est la situation au Kenya. Des gens sont morts. Ce n'est pas une blague. Des milliers de personnes ont été tuées dans l'entre-deux tours. Et nous savions que la démocratie n'était pas aussi ancrée dans nos mœurs qu'elle l'est au Sénégal, où on la pratique depuis des dizaines et des dizaines d'années. Nous en sommes seulement à notre deuxième expérience et nous avons des acteurs politiques dont on ne peut pas dire qu'ils soient tous exemplaires comme démocrates. Donc nous avons protégé la sécurité de notre population en décidant qu'il n'y aurait pas d'entre-tours au cours desquels toutes les aventures étaient prévisibles. Heureusement que ça se passe encore très bien au Sénégal. Pour l'instant, la toute dernière image. Alors, une dame, honneur aux femmes, c'est la seule chef d'État africain à ce niveau. Une femme à la tête d'un pays, c'est au Libéria. Ça ne devrait pas progresser. Je ne voudrais pas insister sur le fait que Mme Sirleaf est une femme. Je voudrais reconnaître sa qualité de leader du peuple libérien qui a été élu une première fois, qui a été réélu dans des conditions difficiles parce qu'elle avait des personnalités assez importantes alignées contre elle. Lors de la dernière élection, elle a été réélue. C'est le leader du peuple libérien aujourd'hui. Je m'incline devant sa victoire. Je souhaite effectivement que beaucoup de femmes chez nous aient la même détermination qu'elle, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une représentation théâtrale. Il s'agit de personnes qui, quel que soit le sexe qui est le leur, apportent des solutions aux problèmes de leur peuple. Donc il ne faut pas voir ces choses-là comme une représentation tout à fait rituelle. Non. Quelle est la réponse que vous apportez au problème? Vous êtes une femme, vous êtes un homme, cela importe peu. Mais il faut savoir qu'est-ce que vous apportez à votre peuple. Je pense que cette femme a apporté la paix à son peuple, elle a consolidé la paix, elle a relancé l'économie et le peuple libérien lui en sait gré. D'ici là, elle partira parce que c'est le dernier mandat. Absolument. Et du coup, on n'aura plus de femmes chefs d'État en Afrique. Qui sait? Il y a beaucoup d'élections qui sont programmées. Qui sait ce qui peut advenir? Personne n'imaginait qu'au Libéria, nous aurions une dame à la tête du pays. Chez nous, dans 50 ans, peut-être? Ça dépend des femmes, de ce qu'elles ont apporté comme contribution aux solutions de l'électorat congolais. C'est eux qui décident. Ce n'est pas dans des salles de rédaction que nous allons construire la volonté de l'électeur congolais. Surtout pas ici sur le plateau d'entretien. Monsieur le ministre, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous avez une caméra là devant vous. 1 minute pour nous séparer, bien sûr. C'est la dernière étape de cette émission. Je voudrais, après avoir remercié Digital Congo pour cet entretien, m'adresser à tous mes compatriotes pour leur dire que la crise dont on parle tant pour faire peur, parce qu'il est devenu une sorte de culture de faire peur aux Congolais, n'en est pas une. Nous ne sommes pas dans une situation de crise parce que la crise se définit comme une situation qui bloque le fonctionnement des institutions. Or, les Congolais voient, se réveillent, s'endorment chaque jour avec des institutions qui fonctionnent, qui se mettent en place. Le Parlement
est en train de se réunir régulièrement. Il vient d'adopter son règlement intérieur. Le gouvernement va être annoncé incessamment puisque l'informateur est en pleine activité. Le président de la République travaille, gère au plus haut niveau les affaires du pays. Il n'y a pas de crise, il y a eu un malaise issu des dysfonctionnements du processus électoral. Ce malaise, Dieu merci, a été confié à la Cour suprême de justice comme le prévoit la Constitution. Je pense que c'est la situation la plus souhaitable qui soit parce qu'on n'est pas sorti avec des machettes pour régler ce problème de malaise. Ce malaise est en train d'être réglé comme cela se fait dans tous les pays, même les plus démocratiques. Il y a parfois des dysfonctionnements, mais qui sont gérés par l'instance judiciaire. Je pense qu'il n'y a pas là de quoi terroriser les Congolais avec des mots, crises, etc. Tout se passe normalement et je pense que nous allons aller à l'essentiel, la reconstruction de notre pays au cours des 5 prochaines années. Ça se termine comme ça avait commencé. Merci beaucoup. C'était Lambert Mende Omalanga, ancien ministre de la communication et des médias, élu de l'ODJA. Bonne chance pour les prochaines mises en place. Merci à vous. Bonsoir à vous. À très prochain rendez-vous. Ce sera le mardi prochain. Bonsoir. D'accord.